Le ciel palpite comme l'organe, comme un foie. Un bruit de corps et de lézards. La fin furieuse du ciel derrière le soleil. Quelqu'un porte une ceinture de houille et enfonce calmement ses cuisses dans une eau morte. Là-haut, il est cheval de neige. Enfant, archéologue d'un utérus muet. Solitaire de lumière. Voleur d'eau provisoire, etc. Et donc, où as-tu commencé à être... déjà, pourquoi la poésie? Et quand est-ce que ça a commencé finalement? Moi je pense que ça a commencé quand j'étais enfant. On était très pauvres, on vivait dans un quartier pourri et on n'avait pas même de route. Ma mère était couturière, mon père il était dans le bâtiment. Mais je me souviens, il nous racontait la guerre d'Espagne. Et je pense que il nous parlait d'une espérance. J'ai toujours cherché l'espérance. En fait, la poésie est une façon de la capturer. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut se débarrasser de l'espérance, comme Spinoza nous le conseille, pour essayer de voir la joie du présent, la joie que parfois on peut déceler en dehors de la mort et de la vie. Et je crois que je suis devenu poète parce que la poésie c'est l'art des pauvres. Et que avec un papier et un crayon, tu peux faire ce que tu veux. Mais je pense que je suis devenu poète parce que j'ai commencé à réciter des poèmes tout petits. Et que ce qu'on appelle la récitation, qui est tellement décriée aujourd'hui, pour moi c'est quelque chose de fondamental et qui sauverait l'école. Je pense réellement, je pense que la relation qu'il y a entre le corps, l'écriture et la voix est quelque chose de fondamental que les pédagogistes de la modernité n'ont pas compris dans les écoles. C'est-à-dire que la poésie est c'est le lieu du langage où il y a le maximum de corps. Et ce corps, il faut que tu le vives en le disant. Et quand tu récites un poème de François Villon, de Clément Marot, de Victor Hugo, de José Maria de Heredia, pour reprendre les textes que nous avions étudiés, nous étudions à l'école, je pense qu'il y a quelque chose qui s'effectue et qui va réinventer ce que nous sommes. Et c'est pas, tu sais, quand un enfant connaît de mémoire 80 poèmes en toute sa vie, jusqu'à l'âge de 18 ans, 80 il s'en souvient plus, mais une bonne vingtaine ou une bonne trentaine, c'est fondamental pour lui. Et aujourd'hui, on mémorise moins, et c'est un échec. Parce que tout d'un coup, les mots vont se faire langue, vont se faire corps, et les mots en se faisant corps, ils vont réinventer le double que tu ne vois pas de ton propre corps. Donc, les grandes émotions que j'ai eues enfant, c'était d'avoir mémorisé en partie la chanson de Roland. J'avais 8 ans, le début de la chanson de Roland. Et tout d'un coup, il y a le rythme qui m'a traversé. J'ai compris que là, je ne savais pas, ça s'est passé comme ça. Et puis je remuais, j'étais sur scène. Je tapais des pieds peut-être. Et puis j'ai écrit un poème pour ma mère, un poème pour mon cousin, qui était mort au Vietnam. Petit, en imitant un sonnet, voilà, qu'on m'avait appris, comme un vol de Gerfour, du Charnier natal, de Palos, de Moguer, routiers et capitaines partaient, ivres d'un rêve héroïque et brutal. Et tout ça, tu vois, ça, je pense que c'est le... Et puis écouter la chanson des poètes. Écouter Brassens, qui chantait, écouter même Ferrat, qui chantait Aragon. Et on parle, quand Johnny Hallyday est mort, et qu'ils ont enterré Johnny Hallyday de manière populaire,
c'est un contresens. Le poète qui était majoritaire à cette époque-là, c'était Jean Ferrat. Tu avais des gens, des millions de personnes qui chantaient Potemkin. Ce soir, j'aime la marine, Potemkin, la révolte. On ne se rend pas compte comment Boris Vian, le déserteur, était chanté par des millions de personnes. Brassens, aujourd'hui, qui est difficile, il était facile pour le peuple. Donc je baignais dans le poème. J'ai baigné dans le poème parce que les Espagnols, nous les républicains espagnols, les enfants, il nous restait plus que la poésie. On n'était si peu riches. Et puis, ce que je raconte dans mon livre, La boîte aux lettres du cimetière, je ne sais pas si tu l'as lu, mais il faudrait que tu le lises parce que pour comprendre ce que... on nous faisait écrire des poèmes pour un mort, Antonio Machado. Et ma famille, mon père, etc., ils avaient mis une boîte à lettres sur la tombe de Machado, qui était un grand poète espagnol. Et on écrivait à Machado, puis le facteur, qui était un sympathisant de la cause, syndicaliste, je sais pas, la CGT peut-être, sûrement à l'époque. En France, c'était la CGT. Et il allait porter le courrier sur la tombe. Donc on écrivait un mort. Et quand tu écris un mort, je crois d'ailleurs que la poésie n'est qu'un dialogue avec la mort. Et quand tu écris un poème à un mort, c'est pas pareil. En plus, fallait répondre au courrier qu'on recevait. Donc on répondait à Machado. J'avais un dialogue avec lui. C'est comme ça qu'on devient poète, en écrivant avec les morts, aux morts, écouter les morts, comment ils nous répondent, et puis dire les poèmes par cœur à haute voix. Ça, c'est fondamental. Heinzig, il ne connaissait pas trop de poèmes par cœur à haute voix. Et il invente autre chose, lui. Il invente son rapport au monde avec les magnétophones. Mais je crois toujours à la poésie, parce que elle peut, si jamais on revient à cette chose très simple pédagogiquement, d'apprendre par cœur des poèmes et de les réciter. Par exemple, aux jeunes, là, je leur ai dit, mais quand vous dites à quelqu'un je t'aime, à une femme ou un mec, je leur dis, dites-le en écrivant un poème. Dites-le, écrivez des poèmes. C'est la seule façon de dire à quelqu'un je t'aime, parce que la poésie n'existe que par rapport à l'amour. On ne peut être intelligent dans le poème que lorsqu'on est amoureux, même lorsqu'on se bat, lorsque le poème est véhément. Je leur disais, c'est la poésie. Je dis, ces histoires de poésie, d'écriture inclusive, de tout cela, je dis, qu'est-ce que c'est? Je leur ai dit, la poésie dépasse les genres, le masculin et le féminin. On est là, on dépasse oui. Et c'est le poème qui dépasse. Donc écrivez des poèmes. N'allez pas vous battre sur des parenthèses avec des muets à la fin des mots. Et tout ça, c'est la crise de l'oralité, je pense. C'est la crise du corps qui fait que on invente l'inclusivité. Je pense par exemple que on parle du capitalisme patriarcal aujourd'hui. C'est un non-sens. C'est le capitalisme qui détruit le patriarcat. C'est le capitalisme qui détruit le patriarcat historiquement. Hein? Le patriarcat féodal, le patriarcat antique, etc., tribal. Et les gens ont perdu la poésie. Donc, le fait qu'on perde la poésie, c'est aussi une perte de la théorie. Parce que le poème fait théorie, fait compréhension politique. Et ça se perd. Ça se perd parce que le poème n'est plus appris par cœur. Bon, c'est vrai que tu peux dire, Paye exagère, je veux dire, mais je pense que je n'exagère pas. Au contraire, je crois que le par cœur du poème, c'est une façon de s'échanger et de dire à l'autre, et au sien même, de comment on peut s'aimer. Et en même temps, c'est une thérapie. John Giorno disait ces textes par cœur, notamment. Oui, j'ai fait beaucoup de récitals avec John. Ce qui nous a
réunis? La première fois, je faisais tourner des bâtons, des bâtons sonores que je construisais. Je les ai là d'ailleurs. Même le bâton avec qui j'étais avec John Journaux. D'ailleurs, John Journaux, il avait des bâtons en moi. Et la première fois que j'ai passé devant John Journaux est passé le premier, je suis passé derrière lui, tu vois, en Amérique. Et j'avais 28 ans, un truc comme ça. Et c'était difficile, je me suis dit comment passer derrière John Journaux, qui est un poète rocker, habillé de cuir noir, etc. etc. Et il avait un poème terrible, coprophage, terrifiant, en anglais. Enfin. Et là j'ai fait le poème que j'avais fait à Beaubourg, quand j'ai rencontré d'ailleurs c'est Jean-Jacques Lebel qui m'avait fait passer à Beaubourg, où je faisais tourner le bâton, ouais, et je travaillais sur la transe. Ouais, c'est là que j'étais avec, comment il s'appelle, Corneille, de Cobra, il y avait Alichenski et Corneille. Et Corneille, c'est lui qui m'a fait, qui est descendu ici, pour me faire, mais pour dessiner Notre-Dame-la-Noire. J'en ai des exemplaires là, je te les ferai voir. Et je suis devenu ventriloque ce jour-là. Et c'est pour ça que, ventriloque réellement, et c'est pour ça que j'ai compris les relations qu'il y avait entre l'esprit et les tripes. Vraiment, ventriloque. Et c'est pour ça que Corneille de Cobra, il est descendu toutes les semaines me faire des dessins, ce qui m'a permis de vivre 3 ans en payant les loyers. Et je me souviens plus pourquoi je te parlais de cela. Et donc John Journaux, oui, et il fallait que je succède à John Journaux. Une salle chauffée à blanc, tu vois, à noir, à l'Amérique, alors que moi j'allais dire en français, pas en anglais. Mais j'ai eu un moment de transe, j'ai fait tourner les bâtons, le bâton, gros bâton sonore, et John Journaux me faisait le tempo, je me souviens, John il faisait le tempo, il était derrière les rideaux, là, à côté, enfin, dans la coursive, je ne sais pas comment on dit, sur scène, côté jardin, et il me faisait le truc, là, Et là, j'ai eu une vision, et je captais ce que je racontais en transe, voilà. C'est en ce sens, peut-être qu'on peut dire que je suis un peu chamanique, mais jamais le poète chaman, ça n'existe pas. Il peut dire, quand j'étais au Yémen, j'ai vu des poètes, Bernard Noël aussi, d'ailleurs, il m'a raconté la même chose, où tu avais le poète qui rentrait en transe, et tu avais les copistes qui écrivaient ce que disait le poète en transe, et qui était accompagné d'un tambourin. Donc il y a vraiment une relation avec le corps qui est fondamentale. Et John Ginsberg, moi c'est Ginsberg. S'il y a quelqu'un qui m'a réveillé, moi c'est Ginsberg, c'est Alain. C'est Alain, je faisais des récitals avec Alain. D'ailleurs, dans le prochain livre qui sort au Castor Astral, le mois prochain, ils m'ont demandé des photos que j'ai perdues, notamment celle avec j'étais avec Cardinal, mais il publie une photo où je suis en train de dire à Howl avec Allen Ginsberg. Et lui, tu l'as rencontré comment? Avec Yves Le Pellec, qui était son traducteur. Yves Le Pellec était le traducteur d'Allen Ginsberg. Et c'est Yves qui m'a initié à la Beat Generation. J'avais 25 ans, quoi. C'était en 75. Il avait écrit aux éditions Supervie Entretien sur la Beat Generation. Et là, et quand j'ai rencontré Alain, d'abord j'étais content, j'étais libre, parce que la modernité américaine, elle est basée sur l'oralité, alors que la tradition de la modernité française est basée sur l'écriture. Une, c'est Whitman, l'autre, c'est Mallarmé. Mallarmé que je lis, que je commence à comprendre aujourd'hui. En plus, je suis à l'Académie Mallarmé depuis quelque temps. Mais enfin, Mallarmé, c'est toute une histoire. Mais c'est Ginsberg, j'ai écouté, c'est sur le terrain. Sur le terrain que tu deviens poète oral. Il y avait Ginsberg qui était là, le tempo, howdy, hey, hey. Tu vois, il était là, il y avait Chose qui était derrière. Et Ginsberg voulait que ce soit moi uniquement qui récitait les poèmes avec lui. Parce que j'avais ce que m'a dit Mainviel et Lubat. Et c'est vrai que j'ai le swing. Il faut avoir le swing. Si tu n'as pas le swing, c'est pas la peine que tu dises des poèmes en public. Donc tu es comme un musicien, il faut avoir le swing. Donc j'ai eu le swing dans le poème.
parce que je suis musicien. Enfin, sans instrument de musique, mais je suis musicien. Et donc j'ai fait tourner les bâtons avec John Giorno, et et je suis arrivé dans un état proche de la transe. Et le public, même s'il ne comprenait pas grand-chose de ce que je racontais, il a senti, mais ça s'est bien passé, quoi. Ça s'est très bien passé. Mais c'est Ginsberg qui m'a donné les grandes ouvertures. Surtout qu'il me disait, Ginsberg, je ne sais plus, je l'ai là, il a écrit des trucs pour moi, Alain, et Burroughs aussi. Il me disait que Burroughs, par exemple, il pensait que c'était fondamental ce que je faisais. Binet, par exemple, lorsqu'il allait voir Burroughs à New York, Burroughs il disait qu'est-ce que devient le pays. Et il disait ça parce que pour lui j'étais une césure dans l'avant-garde. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que l'avant-garde c'est un traquenard. Et il faut être contre l'avant-garde. Voilà. Et enfin, moi c'est pour ça que j'ai aimé ces gens-là. Et Ginsberg, lui, il disait, écoute Serge, il me disait, j'ai vu Bob Dylan, et il te fait dire qu'il faut que tu lises avec le mordre des dents. Et il me l'a écrit, c'est dans un livre, il faut que je retrouve toutes ces archives. The Murder, le bout des dents. Et donc je l'ai appris, et c'est vrai, si je veux pas te tromper, quand tu lis, il faut que un public, tu vois, c'est corporel, il faut que tu allonges tes lèvres, et que tu dises un peu comme ça, tu vois, The Murder des dents. Tu vois, pas comme ça, tu vois, tout le contraire. Il faut que tu mordes comme un chien. Donc sur scène, je suis un clébard, j'aboie. Et c'est Ginsberg qui m'a aidé. Enfin, Et ensuite, le fait que j'ai été connu dès l'âge de 18 ans pour être le poète crieur. Et les gens m'appelaient celui qui crie. Et on m'a essayé de me corriger pour que je ne lise plus les trucs en criant, mais j'ai empiré mes défauts. Et c'est ce qui m'a fait basculer, en empirant tes défauts. Ben écoute, tu sais, c'est comme l'eau, quand tu l'as fait, tu montes le feu sous l'eau insensiblement, et elle change de nature lorsqu'elle s'approche de 100 degrés. C'est là que tu fais la vapeur. C'est pareil. Il faut exagérer ses défauts jusqu'à ce que ça devienne de la vapeur. Ça, c'est pour la relation au corps. Donc, la poésie orale, qui est un contresens, pour moi, il n'y a ni poésie orale ni poésie écrite, puisque c'est un double signe. La poésie est toujours orale. Et l'écriture est toujours une oralité. N'importe quelle, y compris Mallarmé, l'écriture, c'est une oralité. C'est la tentative d'inventer la parole d'un double que tu ne connais pas. C'est l'oralité. Tu vois? Donc, les gens, les universitaires qui opposent la tradition orale, la tradition écrite, la poésie orale, la poésie écrite, tout ça, c'est des contresens énormes. Et donc en même temps, lorsque tu lis un poème, tu vas essayer de trouver quelqu'un qui est en toi, que tu ne connais pas, et qui va essayer de lire ce poème pour essayer de le transmettre à quelqu'un qui est en face de toi, et qui possède quelqu'un en lui qu'il ne connaît pas. Donc c'est un dialogue que tu établis avec des fantômes. Voilà, avec des fantômes. Pour ça, je suis très proche des mystiques. Et je pense que l'oralité, qui est un échange de corps, la lecture est fondamentale. C'est-à-dire qu'il faut aller au bout de soi-même et changer de corps sur scène. C'est ça la voix. C'est ça la voix. C'est pas dire comme les comédiens. Bien que les comédiens puissent dire de manière parfaite aussi. Magnifique, évidemment. Mais c'est comme ça. C'est comme ça que j'ai vu. Mais tout ce que je te dis est très théorique. Mais c'est important ce que je dis. Hein. Important, parce que les gens ne comprennent pas trop. C'est pour ça que je ne dis pas non plus qu'il faille être possédé pour dire des poèmes. Mais quand je fais Nierika ou les Mémoires du 5e Soleil avec Beñat Alchari ou d'autres, je suis possédé. Le disque que je sors avec Bernard Lubat là, le mois prochain, on n'a fait qu'une prise. Il y avait Kera qui faisait la performance. Moi j'étais sur scène et avec Bernard. On n'a fait qu'une seule prise. C'est très rare de faire qu'une prise. En direct, clac, tout a marché.
devant le public et tout, en intégrant tout. Je ne me suis pas planté, rien. Pas de retouche. Nougaro, par exemple, me faisait le tempo. Je me souviens de m'accompagner. Claude. Il faisait tac, 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 derrière moi, il me faisait le tempo. Enfin, pas tout le temps, ça nous est arrivé quelques fois. Et puis voilà quoi. Mais c'est important, cette bascule vers le son, vers le physique de la scène, qui était la question primordiale que tu me posais. Comment je suis devenu poète? Ben c'est comme ça. Et puis aussi, en écoutant la chanson poétique, qui aujourd'hui est censurée. C'est-à-dire que tu ne peux pas écouter la chanson poétique à la radio. Elle existe, mais elle est censurée. Les anciennes sont censurées. Sur Radio Nostalgie, tu peux avoir du Charles Aznavour, de temps en temps, mais enfin, tu n'as pas la transmission chantée du poème a été déterminante pour la poésie. Déterminante. Même si tu veux pas qu'on chante tes poèmes. Hugo, Aragon, tout ça ont été chantés. Mais Verlaine, Rimbaud, n'en parlons pas. Baudelaire, Ferré, etc. Je veux dire, c'est une époque quand même, et puis un engagement. Les femmes, Colette Magny. C'est pour ça que j'ai donné le prix, tu me demandais à qui j'avais donné le prix l'an passé, à Colette Magny. Évidemment, qui était une de mes amies, postière, qui pesait 200 kilos. Ouais, je vois très bien. C'est formidable, Colette Magny. Et Colette Magny était ma copine. Et je viens de là. Donc je viens de la scène. Et après ton travail sur les revues, quand tu as créé Émeute et Tribu, quel était... Oh écoute, tu n'as pas d'intention. Quand j'ai fait Émeute, c'est parce que c'était après 68, et je voulais que la poésie soit dans les rues, comme la Révolution. Voilà. C'était une période, on était situationniste, j'étais marxiste, les situations étaient marxisme de toute façon. Anarcho, on était là, quoi. C'était, on confondait tout. C'était bien. Et Émeute. Et je donnais la parole aux Polonais, par exemple, qui étaient sous l'état de siège. À des femmes, comme ça, Anne Sylvestre, une femme incroyable. Aujourd'hui, qui c'est qui connaît Anne Sylvestre? Thérèse Plantier, ces grandes poétesses invraisemblables. Anne Sylvestre, quand elle chantait, comment elle s'appelle l'autre là, qui était avec Higelin, un peu de yaourt, un peu de hachis, mais c'est qui est toujours vivante, enfin peu importe. Il y avait des femmes qui existent toujours, ces femmes. Il y avait, c'était Joyce Mansour, qui était, je me souviens. Donc j'avais fait un numéro sur la poésie des femmes, voilà. Parce qu'elle disait des choses que les hommes ne disaient pas, à cette époque-là. Elle parlait comme des hommes aussi, des fois. Et les hommes parlaient comme des femmes. Enfin, c'était magnifique. Voilà, et puis... Après, j'ai fait Tribu. Je n'ai pas fait beaucoup de numéros de Tribu. Quand l'aventure s'est arrêtée, J'ai fait Tribu parce que j'avais rencontré Phan Con Thien, Dominique, un grand poète vietnamien, qui avait été torturé, qui avait subi la torture de l'eau, de la baignoire, et qui s'était converti au bouddhisme, et qui était devenu le maître spirituel d'Henry Miller. Et un jour, en allant chez Miller, à Bixer, il avait marqué dans la chambre de Henry Miller, il avait marqué avec une bombe, pour faire des graffitis, quand on voit le Bouddha, il faut le tuer. Et Miller l'avait choisi comme maître spirituel. Et c'est lui qui m'a présenté Henry Miller. Et j'ai fait Tribu en publiant les textes que Miller nous a envoyés. Voilà, Henry Miller. Qui est un type formidable, Miller. Et qui aujourd'hui est censuré aux États-Unis. Par les néo-féministes qui disent que c'est un poète machiste, un écrivain machiste. Enfin, aujourd'hui, c'est grave ce qui se passe. Miller, qui était venu en France pour
fuir la dictature sensoriale des Américains, et avec Anaïs Nin, et qui retourne aux États-Unis, et qui maintenant est réinterdit aux États-Unis. Ça fait quelque chose. Hein. Sexus, plexus, nexus, interdit. C'est-à-dire interdit. Il n'y a pas eu de loi pour interdire sexus, nexus et plexus. Hein. Mais de fait, les libraires ne le vendent plus parce qu'il est considéré comme pas dans la ligne. C'est comme si tu ne vends plus Céline, ici. Enfin, donc je suis un peu... Des fois, j'appartiens plus à ce monde. Ça fait peur, ces allers-retours. Là où j'ai été, j'ai pensé que l'éducation, que la lecture allait sauver l'humanité. J'aurais jamais pensé qu'il y aurait une chute et qu'il y aurait eu un recul. Je pensais que c'était plus possible, que les conditions historiques avaient bougé depuis le 19e siècle. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a un démon qui surgit en permanence. Voilà. C'est un peu délicat. Mais je suis devenu poète dans tout ce mélange-là, oral, de scène. J'étais avec Gatti aussi. Je travaillais. J'étais l'éditeur d'Armand Gatti. Et c'était mon copain Armand Gatti qui mettait en scène, même si j'étais très jeune, des récits que je lui avais confiés sur la guerre d'Espagne. Et puis André Benedetto, qui avec lui, bon, je fais les 400 coups, les 400 poèmes, on est parti ensemble au Mexique, je travaillais avec lui au théâtre d'Avignon. Donc j'ai toujours été en contact avec la scène. Gatti, Benedetto, Bernard Lubat, et puis les chanteurs, Claude Nougaro, tous, Ginsberg, Boros pas trop, même si j'ai des poèmes publics, mais Ginsberg, lui, c'était un homme de scène. Bob Dylan, qui c'est qu'il y avait encore, mais Gerasim Lucas, tout ça, c'était cette bande qui était... Gerasim, il était... Ouais, formidable. Jean-Jacques Lebel, tout ça. Evtushenko, c'est Lebel qui me présente Evtushenko, qui était un grand poète russe, communiste. Et il y avait, qui c'est qu'il y avait, Lebel. Lebel, c'est lui qui m'a présenté beaucoup de monde. Berose, tout ça. Lebel, c'est quelqu'un d'une grande générosité. C'est un type très généreux, Jean-Jacques Lebel. Intelligent, généreux et subversif. C'est resté mon ami. Nous étions une bande de copains avec une génération, la moitié d'une génération. Ce qui nous a unis, je pense que c'est une oralité postmoderne. Julien, il a une dizaine d'années de plus que moi, Michel, le Coyote, pareil, mais Belzic, n'en parlons pas, qui était le plus vieux d'entre nous, Chopin aussi. Bon, avec Joël Hugo, on était les Benjamins de l'équipe. Mais enfin, ce qui nous unissait, bien que nous ayons entre nous des différences considérables, c'était vraiment le fait que nous étions des poètes qui montions sur la scène. Et chacun avec sa différence. Et que nous avions un rapport à la poésie à voix haute que les autres n'avaient pas. Donc tu avais Joël Hugo, Michel Giroux, qui est un poète à l'Arthur Cravant un peu, Michel Giroux, le Coyote. C'est pas quelqu'un qui écrit de la poésie, même s'il fait des tentatives d'écriture, c'est pas le lieu de son expression. Le lieu de son expression à Michel, qui est mon ami depuis les années 75, ce qui fait, c'est vraiment l'anti-poésie. C'est le dadaïsme. C'est un dada. Quand je l'invite à faire des conférences sur dada, il me fait des conférences sur l'écologie. Il dit que c'est pareil. Enfin, Giroux, c'est un provocateur né, enfin, tout le monde le connaît.
C'est un type coléreux. On adorait le mettre en colère parce qu'il attrapait des crises. Les crises, et chaque fois, au bout de 5 minutes, il faisait un scandale. À l'école des Beaux-Arts, il arrivait toujours armé d'un couteau, il voulait égorger les autres professeurs. Il ne l'aurait jamais fait. Ce n'était que de la provocation. Et donc, c'était le poète, c'était un peu l'Arthur Cravant, c'était aussi un peu comment il s'appelle, le copain de Breton, qui était fasciné par le type qui était, moi je m'en souviens plus son nom. Enfin, il était comme ça, donc Giroud, ouais, c'était le corsaire, le pirate, quoi. Et puis bon, il faisait vraiment de l'antipoésie, corps de chasse, cassage de noix, travailler avec une enclume et un marteau. Il y avait Giberti aussi, j'oubliais son nom, Giberti, hier, qui est un type formidable, Giberti. Enfin, qui a eu un destin tragique, vraiment fou. Je crois qu'on vivait au milieu des fous. Giberti, il était. Enfin, bon, passons là-dessus, paix à son âme. Et parce qu'il a fait un suicide digne de la société de spectacle de Debord. Et puis, donc, il y avait Michel, le Coyote, il y avait Julien Blaine qui avait écrit un livre formidable. Pour moi, c'est son meilleur livre. Hein. C'est Poèmes métaphysiques. Hein. Je lui avais dit à Julien, c'était donc à la fin des années 75, je pense, 76. Donc Julien, il me fascinait, il faisait la revue d'Ox encore, il ne l'avait pas cédé à Castelin ni à Torregrossa. Et il était là, il écrasait, je me souviens. Ce qui nous unissait, c'est que moi j'écrasais des tomates, que lui écrasait des raisins, des pommes. Enfin bon, on travaillait un peu dans l'art pauvre, évidemment. Et il y avait Joël Hugo, qui était un dément fini, je me souviens. Joël Hugo, il cassait tout, c'était un briseur. Les gens avaient peur de l'inviter. Il faisait exploser les enceintes. Moi, je l'ai vu 3 fois, j'ai fait 3 récitals avec lui, à cette époque-là. Il a fait exploser les enceintes. Elles ont pris feu, notamment en Albi. Bon, il y avait ça. C'était à qui serait le plus fou, quoi. Et il y avait lui, il y avait Chopin, qui s'était évadé de l'armée rouge, du camp de concentration en Pologne, et qui rejoint les rangs de l'armée rouge, et qui découvre la poésie sonore avec les Tchétchènes, notamment les Tchétchènes. Et peut-être, il m'a dit les Tchétchènes, mais ce devait être, moi je pense, des soldats mongols qui pratiquent le chant diphonique. Et il a déclaré, ça c'est la poésie. Mais c'est un poète, Chopin. Hein. C'est un poète, je suis resté ami avec lui jusqu'à la fin. Et puis il y avait donc Haïdji qui était là. Haïdji qui était l'aristocrate, la banque, avec une grande dignité. C'est lui qui tenait les caisses. Il était trésorier de Polyphonix. Il se faisait un point d'honneur de nous payer les récitals. Voilà. Vraiment, avant de commencer, il nous faisait signer. Il était très, très procédurier là-dessus et très honnête. Il y avait Jean-Jacques Lebel, qui était aussi Jean-Jacques Lebel, un provocateur né, l'inventeur du happening. Enfin, on était une bande, c'était Polyphonix. Moi, je n'étais pas dans le groupe de fondation de Polyphonix, puisque je ne suis pas parisien. J'étais à Toulouse, mais enfin, c'est Jean-Jacques Lebel qui me fait passer à Polyphonix. Je ne peux pas séparer Polyphonix de mon aventure. Mais à Nantes, ce qui s'est passé, c'est que Giroud, qui a inventé, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, un groupe tous les jours, un festival chaque jour, qui ne voyait jamais le jour d'ailleurs, parce que c'était, enfin à part certains, hein, il avait des idées, me téléphonait, je devenais fou des fois il me disait, Serge, on est en train de tenir l'Australie, je suis à tel endroit, j'ai rencontré une secrétaire qui, enfin bon, il inventait des généalogies qui étaient justes et qui appartenaient à des respirations. Il y avait un contrôle du monde chez Giroud, du monde poétique, du monde invisible.
il contrôlait le monde d'une manière dadaïste et pauvre à la fois, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et il me faisait rêver, alors des heures, des heures, des heures, des heures. Et il ne s'arrêtait pas, il n'y avait plus de différence entre le privé et le public chez lui. Et il était dans une folie, je me souviens, quand on avait été avec Giberti, putain, Giberti, j'invite Giberti ici, Giroud Giberti paye. J'étais avec Yves Le Pellec, qui était le traducteur de Ginsberg, qui était mon ami, et qui suivait toutes nos histoires. Et il y avait Giberti qui s'était pendu avec un harnais, mais on croyait qu'il était vraiment pendu, comme le pendu du tarot, en haut d'une poutre. Et tu avais son fils son fils le pauvre, qui lui envoyait des vitres sur la tête, et qui lui cassait des vitres. Et alors il m'avait dit, ne t'aie pas peur Serge, parce qu'il avait mesuré le millimétrage des vitres. En fait, c'était très impressionnant. Et puis il s'était mis du gras de cochon, avec des pansements dont tu voyais la barbaque qui sortait, on ne savait pas s'il était défiguré, etc. Et puis, t'avais les gens qui venaient assister à ces spectacles-là, ils étaient aussi fous que les gens qui étaient sur scène, tu vois. D'ailleurs, ce n'était même pas des scènes. Et je me souviens qu'une bonne femme qui était échappée d'un hôpital psychiatrique sûrement, disait, faut le délivrer, il s'étouffe. Et l'autre, t'avais Giberti qui était là, ta gueule, connasse, pendu, c'était extraordinaire. Et puis son fils qui lui forçait à boire des biberons de lait en même temps, alors qu'il était défiguré avec du gras de cochon et de poulet qui sortait. Enfin, c'était atroce. Je me souviens de ma petite fille qui avait 4 ans, elle a peur, elle se protégeait dans les bras. Elle avait très peur de voir c'était des spectacles interdits aux enfants. Et tu avais Giroud, là, derrière, qui faisait son concert. Qu'est-ce que c'était un concert de Giroud? C'était un marteau et une enclume. Pim, 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 c'était pour les suicider de la société. Et moi, je faisais mon texte sur Van Gogh, suicider la société, sur Artaud, etc., etc., etc. C'était ça, quoi. C'est vrai mais je lisais des poèmes très, très écrits, très sémantiques. Voilà, donc on combinait à la fois la provocation dadaïste, la création situationniste à la Debord, hein, et en même temps dans la tradition de l'écriture, parce que tous ces gens-là savaient écrire. Donc, et quand nous sommes donc rendus à Nantes, on avait été invités par un festival de poésie. Et bien sûr, on invite les sonores. Alors les sonores, moi j'étais pas sonore, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, être poète sonore à cette époque-là, parce que je me suis dit que ça veut dire sonore, être amplifié par un micro. Je vous dis, mais ça, c'est rien que ça veut dire, ou pas être amplifié par un micro. Je ne comprenais pas, parce que j'étais très, très au point sur les relations entre l'oralité et l'écriture. Et je savais que toute écriture comporte son oralité, et que toute oralité comporte son écriture. C'est les Indiens de Navajo qui me l'avaient appris. Les écritures sur le sable, qui étaient effacées par le vent, c'était des écritures. J'ai toujours vu, moi, les peuples qui sont soi-disant sans écriture, écrire. Parce que si on confond la grande écriture de la nature, de l'univers, avec les petites écritures de transcription des langues, évidemment, il y a une différence entre ces écritures-là. Mais la poésie est une écriture totale, parce qu'à cette époque-là, déjà j'avais pensé la langue arrachée, qui ma théorie sur l'écriture, et notamment tout le mythe de Philomèle. On y reviendra plus tard si tu le veux pour le raconter. Mais pour en revenir à Nantes, là il y avait donc le gang. Giroud a venu créer le gang. Et genre, je me souviens, il y avait des poètes qui étaient là. Une fille que j'aimais bien, une poétesse tunisienne, Amina Saïd et tout ça, il y avait tous ces gens-là qui étaient là. Et il y avait beaucoup de poètes, de la poétisation. Le contraire de la poésie, c'est la poétisation. Hein. Et ils étaient tous là, enfin bon, peu importe, il y avait le pire et le meilleur. Et puis nous, qui n'étions pas le meilleur, mais qui étions le pire du meilleur. Ou le meilleur du pire, peut-être, le meilleur du pire que nous étions. Et effectivement, quand j'ai commencé à faire l'écrasement de tomates, parce que c'était une façon de parler des Palestiniens, et puis peut-être aussi, à cette époque-là, j'écrasais encore des tomates, parce que tomate est un mot nahuatl, jitomate au Mexique, et je me solidarisais avec la lutte des Indiens du Chiapas, qui n'avait pas encore commencé.
C'était bien avant. Ça commence que 10, 12 ans après. Mais enfin, je disais aux gens, vous bouffez des tomates dans vos salades, vous ne savez pas que vous mangez un mont indien. Hein, comme l'avocat, etc. Mais c'était les tomates. Donc j'ai écrasé les tomates, en hommage à Pasolini, et aussi à la radio tomate qu'il y avait en Italie, à Bologne, avec Guattari, avec toute cette équipe. Et j'étais donc, voilà, c'était aussi, et j'en profitais pour faire des grands tableaux qui faisaient 10 mètres de long par terre, avec des tomates écrasées, et en improvisation, et en disant des poèmes autour de la transe. Et j'arrivais à des moments de transe, tout proche de la transe, parce qu'arriver à des moments de transe, c'est difficile avec de la lecture sémantique. Donc j'étais souvent à 2 doigts de la bascule. À 2 doigts de la bascule, et parfois j'y arrivais, où je pouvais improviser. Les gens avaient très peur lorsque j'intervenais. Ils n'avaient pas peur pour eux, mais ils avaient peur que je meure. Parce que j'étais hors de moi. Je renversais l'être, ou les doubles, tous les doubles que je portais à moi. Et c'était terrible. Mais en même temps, le résultat était formidable. Alors, les gens arrivaient, disaient on va voir un fou sûrement, mais donc c'était Paye qui écrasait les tomates. Giroud était content, il m'a accompagné avec un marteau et une enclume. Je m'en foutais d'ailleurs qu'il m'accompagne. Je disais arrête-toi, j'ai pas besoin que tu m'accompagnes. Et j'écrasais les tomates. Alors c'était des écrasements que je faisais qui étaient selon les moments différents. Je pouvais faire des monticules. Je me souviens à cette époque-là que j'ai fait avec Boris Neslozny, les gens de Black Market, mais qui n'existaient pas encore Black Market. J'avais fait j'avais demandé des tomates et les spectateurs s'étaient mis en cercle, et en fait je disais des textes avec des tomates qui se jetaient les uns contre les autres, un peu comme sur un immense billard circulaire, mais très grand, enfin qui devait faire un rayon de 20 mètres à peu près. Et c'était très beau parce qu'il y avait toutes ces tomates qui bougeaient, il y avait tout le centre, et je disais des tomates au centre. Et donc on se retrouve à Nantes, et à Nantes il y avait Joël, égal à lui-même, hein, et qui bouffe ce qu'il est en train de lire, qui avale, je crois, qui déchire, enfin qui déchiquette, un rapport complètement anthropophage. Ouais. Si on considère qu'un texte, c'est l'œuvre d'un être humain, lui, il mangeait l'être qui avait écrit ce texte, dans le fond. Et il montait, il saturait les sons. Il y avait Julien Blaine, qui devait faire un texte sur la langue, un autre, qui devait écraser des choses aussi, je ne m'en souviens pas exactement. Il y avait Bernard Heidzik qui devait faire... Bernard, quand il était venu ici à Montségur, que je l'avais amené voir les Cathares, il avait récité toute la liste des présidents du Parlement de la Troisième République. Et il y en avait un paquet. Donc c'était incroyable, sur la montagne de Montségur. J'étais avec Ahmed Bendiab, avec Adonis, et tu vois, lui qui récite. C'était un rassemblement contre toutes les inquisitions que j'avais organisées. Il lui récitait toute la liste, c'était vraiment dadaïste, c'était... le fait de dire cette liste était poétique en soi. Le poème n'était pas dans la liste de l'énumération des présidents de la Chambre des députés, évidemment. Et donc il y avait Bernard Heidzik qui récitait évidemment Tout autour de Vaudou. Je m'en souviens, parce que c'était bien. Tout autour de Vaudou, tout autour de Vaudou. Je me demande s'il n'y avait pas Jean-Luc. Pas... Je crois pas, parce qu'on nous a rapprochés aussi avec Jean-Luc. D'abord, on habitait pas loin, moi j'écrivais sur des bâtons, lui il faisait des boules, enfin on était là, et il y avait aussi Chopin qui interprétait, qui faisait du son. C'était un poète qui faisait du son. Est-ce que c'était la poésie? Je ne sais pas. Parce que alors là, on était vraiment dans la rupture des frontières de l'art. Et tellement... Ces ruptures étaient tellement violentes que tu ne pouvais pas... Je ne sais plus, mais ça dépassait peut-être même les références sémantiques
entre le signifiant et le signifié. Poétique des mots. Il y avait Casser complètement la langue. Il n'y avait plus des mots chez Chopin. Il y avait plus de mots chez Chopin. Bourboring, monomatopée. Même pas. Hein, c'était des gargarismes. Ça allait au-delà du lettrisme. Oui, il avait dépassé le lettrisme. Il ne faisait pas du lettrisme. Il faisait du lettrisme dans ses dactylopoèmes. Tu vois, que dans l'hommage que je lui ai rendu sur l'Iassour. C'était ça. Tu vois, les dactylopoèmes. Et ça, c'était de l'écriture. En même temps, c'est pas de l'écriture non plus. C'est l'utilisation. C'est enlever le rapport au signifié, en inventer un autre, mais sans un sémantique clair. Enfin, bon, c'était comme ça. Il y avait Chopin, Julien, bon, on était tous là. Et à côté de là où nous étions, pas très loin de ce rendez-vous, de ce festival, je ne me souviens plus comment il s'appelait, il y avait un grand monument aux morts, énorme, où il y avait marqué « Mort sur le théâtre des opérations ». Mort au théâtre des opérations. Alors moi je vois ça, mort au théâtre des opérations, je dis c'est formidable, on va faire quelque chose. Et c'était le 11 novembre. Voilà, vous m'en souvenez maintenant. Donc il y avait plein de gerbes, il y avait des couronnes circulaires, les anciens combattants, enfin les anciens Indochine, enfin la totale. Et Joël, il ne fallait pas, on avait tous bu, c'était le soir. Et voilà, ils voulaient prendre des photos. Il y avait un photographe qui voulait prendre toutes les clips en photo. Et donc on est allé prendre les photos sur cet endroit, sur ce monument qui existe toujours à Nantes. Je ne suis jamais plus revenu le voir, mais enfin il doit exister tout le temps. Et alors là, Joël, il commence à vouloir faire du hula hoop. Bien sûr, ça ne marche pas parce que les gerbes étaient pas assez longues, et puis ça pèse, enfin bon. Enfin, il commence à se décorer comme une vainée de Tahiti. Tout le monde suit l'exemple. Julien était un peu en retrait, Julien. Il était en retrait, je ne comprends pas pourquoi il était un peu en retrait, comme ça le faisait rire. Mais il ne jouait pas avec les gerbes. Enfin, c'était un bon bordel, jusqu'à ce que la police arrive, le panier à salade. Et le panier à salade s'arrête, et c'est là que Giroud était incontrôlable à cette époque, il était fou, il était dans une... Je pense que la pulsion névrotique qu'il avait en lui, il l'a restituée en public, et de cette façon, il pouvait la partager. Il se soignait en soignant les autres comme une thérapie. En se provoquant lui-même, il provoquait la société. Ce qui fait sa force à Giroud, vraiment. Et lui, il sort, donc à cette époque, il avait, je sais pas, tout le temps, et pendant plusieurs mois, je me souviens, il avait une main de grizzly, une patte d'ours, et qui se mettait avec des griffes. Donc c'était un gant qu'il avait trouvé, je ne sais pas où, au Québec peut-être, et il se baladait avec c'était très impressionnant, avec sa tête de loup, il disait je suis le loup, Wolf, coyote. Oui, c'est ça, je suis le loup, enfin, bon, le coyote, Giroud, Gerwold, le loup. Et il avait un couteau. Comment pouvait-il se balader? C'est en ce sens que je me dis, on aurait pu être enfermé avec un couteau de boucher. Pas un petit couteau, hein, un couteau de boucher. Et donc, il voit les flics arriver. Les flics, c'était des jeunes. Ils étaient arrivés dans le panier à salade. Mais il voit ces gens démentiels qui sont en train de profaner le monument aux morts de la ville de Nantes, morts sur le théâtre des opérations. C'était nous les morts. Et on ressuscitait les morts de la guerre, tu vois. Et Giroud a cette phrase dont je me souviendrai toute ma vie. Il a dit, faites attention, mon oncle était boucher. On ne peut pas l'inventer. Mon oncle était boucher. Et donc les flics, ils sont repartis au panier à salade. Mais enfin, ce qui devait arriver arriva. 10 minutes après, alors qu'on n'avait pas fini de prendre les photos, là, ils sont arrivés 3 paniers. 3 paniers pour nous embarquer. Et c'est là que j'étais stupéfait. Et c'est là que je découvre qui sont mes copains. Tout s'arrête, bon, on ne déconne pas. Enfin, à part que Joël, Giroud qui commence à dire la police, enfin, faire un discours antimilitariste, etc. Moi, je mets mon grain de sel sur les gens qui sont morts là.
les hommes qui sont morts à la guerre, pour rien, mort pour rien, je gueulais, mort pour rien. Et Giroud de surenchérir. Enfin, là-dessus, il demande des papiers à Giroud, et Giroud sort ses papiers et il dit « Je suis titulaire de la Légion d'honneur ». Il sort ses papiers, titulaire de la Légion d'honneur. Là, je tombe raide, je me suis dit, qu'est-ce qu'il va inventer? Non, c'était vrai, il était titulaire de la Légion d'honneur à titre posthume, parce que son père avait été tué par la milice, alors que son oncle était milicien. Et, enfin, d'après ce qu'il m'avait raconté, ou ce dont je me souviens, je peux me tromper. Mais, et donc, il a la médaille, la Légion d'honneur. Alors, les flics, le commissaire de police, il dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Il ne comprend pas. Et puis, ils arrêtent Chopin, qui était là, petit, Chopin, courageux. Et là, Chopin, il sort sa carte d'ancien résistant et de déporté. Ça, il fait ça. Hein. Et il leur a dit, je suis caporal de l'armée rouge. Alors, moi, j'étais plié de rire. Et donc, et Julien était là. Et Julien, qui devait être quelques semaines après, ou quelques mois après, élu à la mairie de Marseille. Et donc j'ai compris que Julot n'avait pas, à cette époque-là, il ne pouvait pas se permettre quand même de faire une profanation du monument aux morts de la ville de Nantes, sinon ça allait le desservir, surtout qu'il y avait des Marseillais. Ça fait qu'il y avait beaucoup de photos qui ont été prises et que je n'ai jamais pu récupérer. Enfin, on nous a relâchés. Je crois que l'adjoint à la culture est venu nous libérer de la ville de Nantes, puisque c'était un festival de poésie officiel. Je n'en suis pas sûr que ce soit l'adjoint à la culture, mais enfin c'était un mec de l'organisation, de la mairie sûrement. Enfin, j'en sais trop rien. Et je m'en souviens pas de cette... Et là, quelques années après, j'ai retrouvé la photo, que j'ai dans mes archives d'ailleurs. Il faut que je les trie, ces archives. J'aurais besoin de quelqu'un pour m'aider. Je m'en sors pas, moi. J'arrive pas à le faire, tout cela. Et j'ai écrit un article dans un livre qui s'appelle « Si on veut libérer les vivants, il faut savoir aussi libérer les morts ». D'ailleurs, titre du livre qui a été repris pour un titre de cinéma en Tchécoslovaquie. Alors que c'était un de mes titres. Sans faire mention du livre qu'avait édité Richard Meyer. Et là, je raconte succinctement cet épisode. C'était un épisode de gang. Le lendemain, je ne sais pas ce qu'a pris à Giroud, il a voulu qu'on attaque la maison des compagnons du devoir. Alors, je veux dire, ce qui me rapproche de Giroud, c'est l'ésotérisme. On est deux êtres ésotériques. Hein. C'est-à-dire que, avec comment on appelle ça, avec Jarry, avec tous ces gens. Ce qui nous intéresse, c'est la dimension souterraine que l'art a pris pendant au moins au siècle dernier, quoi. Et le siècle avant aussi, au 19e. Et donc on est à la fois dans l'avant-garde, mais en même temps, on a une dimension qui est un peu surréelle, celle de la queue du surréalisme, avec Breton. Même si on n'était pas, si Giroud n'était pas Breton, évidemment. Mais ce qui nous intéresse, c'est le mystère qui a accompagné l'accompagnement de la poésie. Comme Mallarmé. Mallarmé qui veut créer une religion. Tu ne peux pas comprendre Mallarmé sans la dimension de création poétique de la religion politique qui veut instaurer Mallarmé. Donc Mallarmé, on ne peut pas lire ses textes, notamment le texte sur Abouli Bibelot, d'inanité sonore, sur le sonnet Anix. On ne peut pas le lire sans une dimension ésotérique, hermétique. Il y a une herméneutique. Et Giroud, il aime ça. D'ailleurs, il s'est fait, je ne sais plus, tu le vois à Beaubourg, encore déguisé en je ne sais plus quoi, en grand prêtre, hiérophante, voilà. Et donc, il y avait ça, donc Giroud, ça a été toujours un compagnon de route. Et j'ai retrouvé ces textes et ces photos. Je les ai envoyés à Julien, qui était content de les... Mais je les ai envoyés 10 ans après, de les retrouver. Et puis ça a continué, toutes ces histoires, ça a continué. Et pendant toute une période, ça avait commencé ici à Toulouse, parce que Dufresne était venu me voir, avec Balbino Giner, qui habitait ici. Et on avait fait vraiment un spectacle incroyable. Il avait fait toute la cantate des Montcamiers.
C'était formidable, mais on avait tellement bu pendant 3 jours et 3 nuits, on avait bu des litres, des litres, des litres, des litres, des litres, des litres de champagne. J'avais un copain qui était le patron du bistrot, enfin c'était des destroys et tout. Et il est mort après. Il est mort après, je suis persuadé qu'il avait trop bu ici, et dans 15 jours après, ça lui a fait péter les câbles, quoi. Il y avait Julot, il y avait ouais, je sais pas, il n'y avait pas Ginsberg, non. Mais ça s'est passé ici. Et il y avait donc Joël qui avait un orchestre de rock. Avec son fils. Avec son fils. Et Julien qui foutait des baffes à son fils, jusqu'à ce que la salle lui demande d'arrêter. Mais bon, c'était calculé, mais c'était bien fait. C'était, quand tu n'es pas habitué à un récital de poésie que tu vois ça, tu comprends pas. Tu comprends bien. Et on disait des poèmes. Donc tout ça, je te raconte ça pour te voir comment une génération, à peu près, à 10 ans près, a pu fonctionner. Comment on l'a appelé? C'est toujours les ennemis qui te nomment. Bien que là, Heidik soit le fondateur du concept de poésie sonore, sur des bases que je ne partageais pas. Vraiment, c'est pas parce que l'écriture ne se lisait pas qu'on va la faire sonore. Parce que ça, c'est les Parisiens. Moi, je ne suis pas parisien, je suis occitan, donc je suis dans la tradition des troubadours. En plus, je suis catalan, et j'ai passé une partie de ma vie en Amérique latine, où il n'y a pas de différence entre la poésie écrite et la poésie orale. Tout le monde dit de la poésie. Et la poésie archaïque, qui pour nous est toujours une poésie d'avant-garde. C'est pour ça que je disais, j'ai toujours dit, j'aime tellement la tradition que j'en invente une chaque jour, qui pour moi est une définition de la modernité. Et que je suis vraiment, notamment avec mon oncle, que j'ai découvert après, quelqu'un qui a dénoncé les avant-gardes autoproclamés. Ils avaient que ça dans la bouche, et ils se trompaient. Donc après, c'était des copies des avant-gardes que tu connais, enfin, qui encombrent vraiment, et qui ont contribué au cassage complètement de ce qu'on appelait, ce que l'ennemi a nommé la poésie sonore. C'est à la fois les gens de chez nous qui l'ont appelé poésie sonore avec Bernard Heidik et avec Chopin, mais les autres, c'était plus facile pour eux de dire c'est de la poésie sonore, parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était que la poésie, de toute façon, donc on t'appelle spectaculairement poète sonore. Alors j'ai été obligé d'intégrer le mot poète sonore, comme j'ai été obligé d'intégrer le concept de performeur, alors que la performance, je l'ai toujours dénoncé dans mes écrits, et que j'ai remplacé par poésie d'action, poésie rituelle, etc., etc. Mais c'est les autres qui t'appellent comme ça, donc on appartenait à la poésie sonore. Et c'est vrai que lorsqu'on faisait des récitals en public, ça déménageait. Mais en même temps, moi j'avais une autre filiation, un autre rhizome, c'était celui de la musique et du jazz. Donc à cette époque-là, j'ai pu faire des récitals avec, enfin, jusqu'à présent, mais ça pas, avec André Mainviel, qui était avec Bernard Lubat, ou avec le flamenco par exemple. Quand j'avais monté mon équipe de flamenco, ma bande qui s'appelait Les Aiguiseurs de Couteau, où c'était le meilleur moment de ma vie, je dois t'avouer. C'était tout à fait le contraire de la performance, mais mon travail a consisté à essayer de réunir ce qu'on appelle l'avant-garde à un travail archaïque. C'est-à-dire de signifier théoriquement que ce qu'on nomme avant-garde aujourd'hui, c'est par ignorance de ce qui se passait avant qu'on le nomme comme ça. Et le flamenco, voilà, et ça a été aussi mon grand moment de la poésie d'action, où j'avais une équipe de guitaristes, de gitans. J'avais fait ça à France Culture aussi. On avait un chien qui s'appelait Pipo sur scène, qui aboyait exactement au compas. Et puis on faisait le palmas. Ouh, alors on faisait des salles. C'est pour ça que j'ai jamais compris que la poésie ne marchait pas, parce qu'on remplissait les salles. Mais remplir les salles, c'est pas 200 personnes. On avait 500, 1000 personnes. Même Bernard Lubat, quand on était à Uzès, le jour où les gens étaient venus pour nous, il y avait 5000 personnes. Et il nous a doublé le salaire. Ce que tu vois rarement, tu vois. En disant, vous l'avez mérité, vous avez sauvé le festival. Et c'était formidable. Et les spectateurs, j'avais appelé ça les afiladors, en français, un peu à la catalane, écrit
mais normalement c'est Los Afeitadores, mais parce que les Français le prononçaient mal. Et les spectateurs devaient venir se faire aiguiser les couteaux sur scène. Ça fait que j'avais monté deux machines à aiguiser les couteaux, à pédale, tu sais, celle de mon oncle, que j'avais là, et puis on me l'a piqué, que tu pédalais, Afiladores, il était à Toulouse, mon oncle, qui était un... Passer dans les rues? Dans les rues, oui. Alors moi je suis d'extraction très populaire. Ma famille était matelassière, c'est-à-dire on remplaçait la laine des matelas. Mat colchones, matelas. Alors donc, les gens disaient matelas, donc il y a ma tante qui s'installait, il foutait des matelas. Et mon oncle, cuchillos, navajas, tu vois. Alors il pédalait, il aiguisait le J. Et alors sur scène, j'avais installé la machine à aiguiser les couteaux de mon oncle. Et on faisait ça au compas. Tu vois, ouh, le chien. Enfin, c'était les guitaristes, c'était formidable. Et moi, avec les bâtons. Et je disais des poèmes que tu peux relire dans le flamenco. Dans 2 livres qui sont appelés flamenco. Un hommage que j'avais fait à la Roselito, qui était une voisine, qui était la plus grande danseuse de flamenco, qui était vieille, et qui était là. J'avais monté ça pour elle d'ailleurs. Et pour Pedro Soler, qui est toujours vivant, qui est un guitariste. Mais je ne travaillais pas avec lui sur scène à cette époque-là. Et j'étais avec Mariano Zamora, enfin bon. Le groupe n'existe plus. Mais on a passé des moments formidables. Et cette Roselito, qui s'appelait Carmen Gomez, quand elle était petite, à Barcelone, elle dansait sur une table, dans un tablao, mais debout sur une table. Et il y a un grand torero, peut-être d'ailleurs, j'en parlerai tout à l'heure, que mon idée du sacrifice du langage sort de la corrida, puisque je suis un espagnol et que j'ai vécu beaucoup de corrida quand j'étais enfant. Et elle dansait sur la table, elle avait 5 ans. Mais vraiment, elle avait le duende, comme on dit localement. Elle dansait, et il y a un grand torero qui est arrivé. Roselito El Gallo. José Lecoq. Roselito El Gallo, un gitan. Et c'était le Rimbaud de la corrida, donc qui vient de Charleville-Mézières, parce que la corrida, c'est formidable. C'est ce contact avec la mort, c'est un dialogue avec la mort comme la poésie. La poésie n'est qu'un dialogue avec la mort. Et la corrida, tu le vis, ce dialogue avec la mort. Mais tu apprends à mourir dans l'acte de tuer le taureau, qui peut te tuer aussi, puisqu'il y a beaucoup de morts, d'une manière belle. Tu vas mourir dans le panache et l'esthétique. Le poème est que ça aussi. Tu écris un beau poème, c'est pour mourir. Et il lui a dit, tu vas t'appeler comme moi. Donc il lui donne son nom de la Roselito, alors qu'elle aurait dû s'appeler la Roselita. Tu comprends bien. Mais elle a pris le nom de l'homme. À 5 ans, elle était baptisée. Et quelques jours après, il y a Roselito El Gallo, dans une arène de seconde zone, à Talavera. Il se fait encorner par un taureau. La corne lui est passée à travers le poumon droit, est ressorti par le cœur et par les reins de l'autre côté. Et il ne voulait pas tuer ce taureau, parce qu'il avait un œil bleu et un œil noir, El Gallo. Mais enfin, il n'a pas refusé. Et ce taureau s'appelait le danseur, El Bailaor. Et parce que c'était un gitan. Il a donné son nom. C'est une implication terrible, je crois à ces choses-là. Pour ça, ce n'est pas uniquement des jeux de langage que je fabrique. Là, tu vois, on est en plein sacrifice. Il donne son nom. Une petite fille qui va devenir grande, qui va devenir une des plus grandes danseuses de flamenco gitane, en moitié gitane, et qui habitait Toulouse à la fin. Et c'est pour ça que j'avais fait mon hommage pour elle. Et sur scène, alors, on avait un succès fou. Je racontais son histoire en cadence, en espagnol et en français. Et je disais notamment la litanie des insultes, où je disais des poèmes blasphématoires. Je chie sur Dieu, me cago en Dios, je chie sur l'hostie, me cago en la hostia, etc., etc. Puis les gitans, ils ne pouvaient pas entendre ça, tu vois.
Il disait, il faut pas le dire, on va être puni. Donc il se bouchait les oreilles pendant que je faisais les truffes, c'était un mélange fou. La salle était pleine, mais on mettait bien 2 heures à commencer le spectacle, parce que tous les gens arrivaient avec un couteau pour se faire aiguiser les couteaux sur scène. C'était formidable. Et puis on prenait les couteaux, on les plantait, et les gens venaient les récupérer. C'était une action, je ne peux pas imaginer, mais c'était dangereux. Mais tout le monde arrivait armé. Des couteaux. Des fois, tu avais des gitans qui arrivaient armés. On a frôlé les catastrophes. Et un jour, les organisateurs nous ont dit, c'est fini, c'est trop dangereux. On a une salle où il y a 500 couteaux. Il suffit d'un éclair pour que ça soit l'apocalypse. Donc on n'a plus aiguisé les couteaux. On n'a plus aiguisé les couteaux sur scène. Et je crois que c'est parce qu'on n'a plus aiguisé les couteaux qu'on a arrêté la tournée. Mais c'était une tournée qui était très importante. Je me demande comment on est vivant, avec toutes les conneries qu'on a fait. Le second coup, donc, c'était avec Jean Monod, c'était pour en finir avec les avant-gardes autoproclamés. Voilà. Et avec Sochil, dans la vénérie. Mais ça avait du sens, ce que nous faisions. Et après, on est tous redevenus amis, sauf peut-être Chopin et Isaac, parce que Chopin était jaloux, il avait pété les câbles. Chopin était alcoolique, il ne savait plus où il était. Et ce qui a fait la différence, c'était que Bernard Haitink a eu le prix national de la ville de Paris. Et Chopin a toujours pensé que c'était lui l'inventeur de la poésie sonore. Parce qu'il était, quand il est rentré des camps de concentration, et qu'il avait été caporal de l'armée rouge, c'est que dans l'armée rouge qu'il découvre la poésie sonore. C'est pour ça que moi, l'armée rouge, j'ai un grand respect. Comment il l'a découverte? Parce qu'il était avec les Tchétchènes, dans l'armée rouge. Et les Tchétchènes pratiquaient des vocalisations diphoniques, un peu comme les sardes, et ils émettaient plusieurs sons en même temps sur les cordes vocales. Et dans l'armée rouge, ils ont fait caporal tout de suite parce qu'ils ont vu que c'était un courageux, et il dormait par moins 40 avec 2 rats et qui lui chauffaient la nuque. Chopin. Il dormait avec 2 rats, il avait apprivoisé les rats étaient contents parce qu'il avait le cou chaud, et lui aussi, tu vois. Ce qui lui a permis, et en dormant avec 2 rats, il était. Enfin, tout ça, c'est lui qui me le raconte. Et le matin, avant de partir au combat, de tuer les nazis, il chantait des chants diphoniques. Bam, 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 bam. Et là, il dit, la poésie c'est fini, c'est la poésie sonore. Et il invente la poésie sonore, c'est celui qui me le raconte, avec les Tchétchènes de l'armée rouge. Lui, il était caporal. Donc, il était décoré de l'armée rouge, et il était communiste, Chopin. Enfin, des vrais communistes, comme des gens, comment te dire, anti-nazis, qui voulaient le bonheur des peuples et compagnie, pas des staliniens, bien évidemment. Donc il y avait une différence quand même entre la bande Haitink, qui était quand même directeur de la banque, et le frère qui était dans les Champagnes, et les autres. Donc il avait une rancœur de classe sociale, je pense, Henri. Surtout qu'on file le prix national de poésie à Bernard Haitink, et pas à lui. Pas à lui, parce que qu'est-ce que c'est? Moi je connaissais Dufresne. Dufresne était ici, hein. François Dufresne, c'est un ami. Et j'étais avec Balbino Giner. Et François Dufresne, copain de Chopin. Je crois que c'est François Dufresne qui me présente à Chopin, dans les années 80. Et Dufresne est mort tout de suite après d'ailleurs. Il fait la cantate des Montcamets ici, à Toulouse. Avec moi, j'écrasais les tomates avec Balbino Giner, tu vois. Et là, il y a Dufresne qui... et il y a Julien Blaine qui était arrivé avec son fils, je me souviens, et qui faisait des performances sur scène qui étaient très scandaleuses, parce qu'il frappait son fils, il lui donnait des gifles de plus en plus fortes, et jusqu'à ce que le public dise d'arrêter.
Et donc, il faut une gifle. Bam, bam. Tu commences doucement, tu vois. Bam, bam. Enfin bon, il devait le contrôler. Mais en fait, c'était de plus en plus, c'était épouvantable. Aujourd'hui, tu ne peux pas le faire, un truc pareil. Tu ne fous pas un enfant sur scène, tu ne fous pas des bouffes jusqu'à ce qu'il dise papa arrête, j'ai mal. C'était ça la performance. C'était là aussi que Balbino, il m'avait dit je te fais une surprise, j'avais écrit un grand poème pornographique. Et on avait annoncé que c'était des récitals de contes pour enfants, je sais pas quoi. Enfin, il me projette des trucs porno, tu vois, de 4 mètres de haut sur 5. Et puis il bombe avec une échelle sur ces photos pornographiques, sur des diapositives pornographiques. La fin de mon poème, qu'il conjugue à tous les temps, je décule, tu décules. Le poème, c'était je décule, une majuscule passe à hauteur de hauteur. Et lui, il avait retenu que je déculais. Donc il me dit je décule, tu décules, il décule, etc. Tous les gens, c'était le scandale. Et Dufresne était là. Et Dufresne, on est resté 3 jours. Ginsberg venait de partir, je me souviens, et on reste 3 jours à boire au club de bridge. C'était un tripot à Toulouse, où les gens gagnaient plus d'1 million par soirée, de francs à l'époque, enfin d'anciens francs. Et mais en fait, c'était beaucoup. Clandestin, etc., où on sabrait le champagne à coups de sabre. Et on buvait, et Dufresne en est mort. Il est mort parce que 15 jours après, il est mort. Il avait trop bu 3 jours, alors qu'il s'était arrêté de boire. Et les gens ils disent que non, moi je sais qu'il est mort ici, Dufresne, parce que c'est moi qui l'ai ramené. Et je me suis dit, bon, il est fini, quoi. Avoir bu tout ce qu'il a bu, il a dû boire, je sais pas moi, 20 litres de champagne, tu vois. À un moment donné, ça va pas, quoi. Et t'avais Julien, et t'avais Joël au bureau aussi, qui travaillait avec son fils. À l'époque, on travaillait avec nos enfants. Et je raconte cette histoire, et voilà. Et il y avait Heidegger aussi, et Chopin. Ouais. Donc, ils se parlaient encore à cette époque-là. Mais Henri avait pété les câbles, le pauvre, et quand il habitait chez Silva, il ne savait plus là où nous habitions. Parce que quand il venait chez Silva, moi je ne dormais pas chez Silva, je dormais ailleurs. Voilà, parce que tu ne pouvais pas, fallait quand même. Il était sur une chaise roulante, Henri Chopin. Et là, il avait pété les câbles, il pensait que Silva l'avait empoisonné, tu vois. C'est Don Guy le sait, il te le racontera. Et par exemple, j'ai tous les inédits de Chopin là, que j'ai pas voulu publier, parce qu'il attaquait Lebel et Heidegger. Je les ai dans les archives. Est-ce qu'ils ont travaillé au début ensemble sur la revue où ils étaient ensemble, Heidegger? Oui, tout ça ensemble. Parce que c'est la scission du mouvement lettriste avec Isidore Izou et le maître. Et le maître, qui crée, je pense, je ne me rappelle pas exactement du nom, la révolution de la jeunesse ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Avec Dufresne. Et Woolman. Moi, je ne l'ai pas connu, je connais que Dufresne. Et c'était une belle époque. Et c'est là on devient sonore. Mais on n'est jamais sonore comme Chopin. Chopin, il fait une anthologie chez Jean-Michel Place. Et il oublie 2 personnes. Moi, il m'oublie, il ne me connaissait pas parce que je vivais au Mexique. Mais j'étais connu déjà comme poète direct, hein, sur scène. Hein. Et Julien Blaine. Ça fait que dans l'anthologie que fait Chopin sur la poésie sonore, tu as vraiment Cosette Le Charmois, tu as tous ces gens-là qui ne sont pas les poètes sonores. Hein. Et tu en as les 2 principaux, Julien Blaine et moi, on n'y est pas. Et donc, et Julien Blaine en a voulu beaucoup à Chopin, Julien, ça c'est vrai. Parce qu'il trouvait que ce n'était pas la poésie sonore qu'il faisait, qu'il se faisait du gargarisme avec la gorge et qu'il se massait les amygdales avec les micros. Et Julien, il pourra te le dire, il dit, pour moi, Chopin, ça n'a jamais été un poète sonore. Mais, pour moi, cela a été, peut-être que on pourrait parler ça de musicien sonore, mais Henri Chopin a une grande écriture. Il sait très 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 bien écrire. Enfin, il savait. Il écrit des textes, des réflexions sur le son. C'est un poète dans la mesure où il a inventé une relation
entre la vie et le langage, se modifiant l'un dans l'autre. Et c'était, je l'ai beaucoup aimé. Et quant à Bernard Heidsieck, il a toujours été aussi... moi j'étais ami avec les deux. Lorsque j'ai fait l'international du rythme, chacun a écrit un article pour moi. Mais Chopin, il vivait en Angleterre, et avec sa copine, et puis après il est allé vivre en banlieue parisienne, dans un HLM terrifiant. C'était un pauvre. Et Bernard, lui, était un riche, et vivait dans un hôtel particulier. Sur l'île de la Cité. Dans l'île de la Cité, tu as été. Mais voilà, donc, chacun avait un bâton, parce que le bâton que j'avais fait pour Bernard. Et Bernard, sa femme me photographie, habillée, avec mes blue jeans, et je ne sais pas comment elle se démerde. Sur la photo qu'elle a faite, on dirait que je suis nu, et on voit ma bite. Oui. Comment ça? Mais tu verras les photos. Enfin, on voit ma bite, on voit mon sexe. Alors Jean-Jacques Lebel était très content, en fait, tout dans ce milieu, c'était des conneries. Mais tout le monde rigolait, tu vois. Et ça faisait Françoise Janicot, cette femme, qui était formidable. Et c'est chez eux que descendait toujours John Giorno pour dormir. C'était les grands amis de la poésie américaine, du Nord, voilà. Du Nord de l'Amérique, évidemment. Mais c'était une très 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 belle aventure. Et chaque fois qu'on passait, on était haïs par les poètes traditionnels, qui nous en voulaient, qui disaient que ce que nous faisions n'était pas de la poésie. Et pourquoi, à ton avis, effectivement, cette haine contre la poésie sonore, poésie expérimentale? Parce que je pense, moi, que j'étais un des rares sémantiques à l'intérieur de la poésie sonore, hein, parce que mes textes avaient j'écrivais, je faisais pas des borborithmes, des grattements de gorge ou des massages d'amygdale avec des micros comme le faisait Chopin, ou j'étais proche d'Isaac dans le fond, parce qu'il utilisait le magnétophone, pas moi. Moi je travaillais sur la trance, on était tous différents, comme Julien, on n'a rien à voir les uns avec les autres, mais on nous avait regroupés parce qu'on parlait sur nos romans, alors que les autres poètes, non, ils lisaient. Nous, on ne lisait pas, on improvisait, on était à la fois proche du peuple, on était des troubadours postmodernes. Et c'est pas nous qui nous nommions poètes sonores, c'est les organisateurs qui nous ont nommés, comme dans toute l'histoire de l'art. C'est ceux qui sont à l'extérieur du mouvement qui vont nommer le mouvement. Et donc pendant quelques années, on était les poètes sonores. Ce qui te cause un grand dommage par rapport à la poésie traditionnelle, puisque ils ne veulent plus de toi. Parce que toi, tu rassembles beaucoup de monde dans les salles, et eux, ils ne rassemblent personne. Mais ce qui ne veut pas dire que ne fût-ce pas des poètes importants. Mais je veux dire, évidemment, quand tu écoutes un récital de poésie traditionnelle, au bout d'une heure, tu en avais marre, tu avais envie de sortir, tandis que nous, personne ne sortait. Tu vois, avec Joël Hubaut qui masturbait des gens dans des verres de champagne, ou qui jouait avec la queue de ses étudiants, qui frappait avec énergie des tambours. Je veux dire, wow, est-ce que ça allait voir avec la poésie? Ça avait à voir avec une certaine idée de la poésie. Du côté d'Arthur Cravant, du côté de Dada, tu vois. De la folie de Rimbaud. D'Artaud, voilà, ça avait à voir avec ça. Mais la rupture a été telle. Le seul qui ait conservé son amitié pour moi, c'était Henri Méchonic. Mais qui me disait, Serge, Henri me disait, c'est pas de la poésie ce qu'ils font. Il me disait, c'est du cirque. Ça pouvait se défendre, la position d'Henri Méchonic. Il me dit, c'est le cirque. Il me dit, j'aime beaucoup le cirque. Mais j'aime aussi la poésie. Mais je ne confonds pas les deux. Henri. Et il me dit, toi tu fais de la poésie d'action, directe, etc. Mais tu es sémantique. C'est toute la différence qu'il y avait. Et Julien Blaine aussi. Il était très ami avec Julien. Voilà, on était porteux. Et là, entre 84 et je sais pas, 92,
On a passé, enfin, j'en sais rien, une dizaine d'années, une douzaine d'années, on a toujours été ensemble et on a écumé les places publiques. Ça, c'est sûr. C'était la période de la position. Voilà. Alors après, bien sûr, il y a les séparations, les gens sont partis, Isaac continue à faire ses choses, Chopin les siennes, voilà, et puis ça a été la grande période de Jack Lang aussi, je pense, et il y a eu des grands coups portés pour la poésie et contre la poésie, parce qu'elle est devenue institutionnelle. Tandis qu'à l'époque, tu te débrouillais comme tu pouvais, quoi, je veux dire, tu n'avais même pas l'idée de faire de la poésie, ça marchait comme ça. Et tu crois pas effectivement que cette institutionnalisation, donc cette perte de liberté, contribue effectivement à dénaturer, en tout cas à scléroser? Je pense, avec le recul, je pense que l'argent qui est donné au festival, je pense que c'est bien que les gens soient payés, etc., évidemment, puisque j'en passe par là, que c'est comme ça cette société aujourd'hui. Hein. Mais je pense que le fait que l'institutionnalisation ait été poussée à son degré ultime, je pense que la poésie a perdu de sa liberté. Pour une simple et bonne raison, c'est que le poète, s'il veut dénoncer la société, il ne peut pas le faire, puisque sinon il va perdre ses subventions. Et donc les festivals, en général, ce sont des festivals qui vont soit dans le bon sens, qui ne vont pas contre le poil, contre le sens du poil, qui vont dans le bon sens, parce que les organisateurs, en général, ont peur des conséquences. Notamment, par exemple, je parle d'une ville que je connais, c'est celle de Toulouse, où tu as une quarantaine de lieux d'expression, mais tu n'en as aucun qui prenne position sur des choses très importantes, sur les Palestiniens, sur l'engagement. Il n'y a que nous, à la CAF, avec moi. Les autres ne le font pas, parce qu'ils vont perdre. Et je pense que c'est comme ça qu'il y a une perte de la liberté de la poésie. C'est-à-dire que les poètes se tolèrent, se respectent, etc., etc. Alors qu'il y avait des mouvements dans le passé qui étaient vraiment de grands affrontements théoriques. Parce que les affrontements théoriques, aujourd'hui, les gens pensent que ce sont des querelles d'ego. Rien à voir. Les querelles d'ego cachent des postures théoriques. Et parce que la poésie, comme disait Mandelstam, c'est la guerre, mais en même temps, c'est une façon de vivre le langage de la vie. Et donc un poème représente un morceau de vie qui peut s'affronter contre notre moment de la vie. Et je pense que la poésie, les haines qui ont traversé la poésie ces haines qui ont opposé les poètes les uns aux autres, les courants, c'est pas uniquement des histoires de représentation d'ego. Vraiment pas. Je crois que c'est des engagements, alors qui dépassent peut-être les poètes, mais ça a été un parti comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous ces festivals, etc., auxquels je participe, auxquels tout le monde participe, puisque de toute façon, tu n'as pas le choix, mais ça n'a rien à voir avec les débats que pouvait avoir le Grand Jeu, par exemple, et André Breton, et les surréalistes. Alors, les critiques petits qui parlent de l'ego de Breton, du papus surréalisme, tout ça, c'est vraiment des stupidités qui font qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Et aujourd'hui, le niveau de la théorie a beaucoup baissé, puisqu'on peut plus... On réduit l'affrontement du poème à des manœuvres de basse psychologie, ce qui n'est pas le cas. Qui peut l'être, mais enfin, la psychologie masque des engagements violents et déterminants. Parce que la poésie, ça n'existe pas. C'est le rapport au langage qui va s'affronter avec la vie. Et des fois, bon, faut faire le ménage. Voilà.
pense que tous les millions qui sont dépensés, c'est inimaginable. Les millions, enfin peut-être pas des centaines de millions, mais quelques millions qui sont dépensés pour la poésie en France, pour les festivals, alors qu'il y a une crise de la poésie, parce que la poésie est chère, qu'on ne peut pas la lire, avec les millions de quelques festivals de poésie, on pourrait faire des éditions de poésie qui coûteraient 1 euro, et les poètes ainsi pourraient se faire lire par de larges publics. Or aujourd'hui, c'est la mise en scène, quoi. Voilà. La mise en scène et le spectacle qui fait que le sémantique va être cassé, quoi. Moi, je veux dire que les bonnes intentions de l'État culturel français ont leur revers, et ce revers, c'était la fin des autonomies singulières des postures de la poésie contemporaine. Je le pense. Je pense qu'il y a quelque chose qui est... Alors je ne dis pas que ça se vive l'Amérique, parce qu'en Amérique c'est tout le contraire, il n'y a rien qui se passe. C'est vrai aussi. Mais je pense que ça a joué. Ça a joué au niveau de la liberté de l'engagement. Ça, j'en suis certain, puisque moi-même j'étais souvent confronté à des problèmes de liberté par rapport à l'engagement. Le fait que je n'ai pas été repris à l'ODEV pendant des années, c'est aussi pour des raisons politiques, de poésie d'engagement politique. Et dans d'autres espaces, ça a été la même chose. Et je ne suis pas le seul, d'ailleurs. Voilà. Alors après, est-ce qu'on intègre, on accepte la violence? On était des poètes violents, physiquement. J'ai écrasé des tomates, on cassait des trucs, je veux dire, on était des... je vois les bouts de bousiller les enceintes en permanence. Ils faisaient exploser toutes ces choses-là. Enfin, je peux théoriser cela avec... Il faudrait le repenser. Pourquoi la poésie ne se lit moins aujourd'hui qu'avant? C'est une question, après il faut y réfléchir. Hein. Et Bernard Heidegger dit « J'invente la poésie sonore parce que la poésie ne se lit pas ». Il le dit, il l'écrit. Hein. Il l'écrit. Je pense que ce n'est pas une posture théorique. Je pense que c'est... Non. Tu inventes la poésie sonore parce que tu as privilégié le son et qu'il y a quelque chose il y a une frontière mitoyenne avec la musique. Voilà, mais c'est pas parce qu'elle ne se lit pas. La poésie a toujours été minoritaire. Pourtant, il n'a jamais eu autant produite. Il n'y a jamais eu autant de petites maisons d'édition. Aujourd'hui. Oui. C'est ça le paradoxe, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de publications. Je sais pas. Si. Quand Jean-Michel Place fait l'anthologie des revues de poésie, dont j'ai un exemplaire, c'était en 81 ou en 82, je crois qu'il avait dénombré 700, enfin je ne me rappelle plus du chiffre. Il y avait 700 revues qui étaient faites à la main, parce qu'il n'y avait pas d'internet à cette époque-là. Mais aujourd'hui, la dialectique qui se joue entre le sujet et l'ego est fondamentale, c'est-à-dire que l'expression poétique, elle part de l'expression de l'ego, voilà, et non de celle du sujet. Et je pense que... Enfin, c'est difficile pour moi aujourd'hui de lire de la poésie, je ne la trouve pas. Si tu n'as pas Internet, il faut passer sa journée à lire, à chercher des sites. Et je trouve aucun site qui soit partisan. Enfin, il y en a certains qui sont partisans, évidemment, mais pas trop. Alors que sur les revues, c'était plus c'était marqué, oui. Les revues étaient marquées. Je faisais la revue Émeute, puis après je faisais la revue Tribu. C'était marqué, oui. Tu avais les engagements tels quels, tu savais où étaient les gens. Tu pouvais t'affronter, tu pouvais dire je ne suis pas d'accord. Il me semble. Mais oui, aujourd'hui, crise de la poésie, parce qu'il y a crise de la lecture, de la littérature et du poète. C'est-à-dire que je pense que le système poétique de la société capitaliste française
engendre une censure, une autocensure, qui est pire que celle de l'Union soviétique. Parce que tu ne vas pas dans les goulags ou dans les hôpitaux psychiatriques, parce que la société est déjà comme ça, et en fait, les gens, comme les poètes en général sont des courtisans, donc ils vont courtiser l'establishment. Voilà. Moi je vois très bien pour le Bataclan, quand le Bataclan, on l'a monté, avec Héra, on a fait ces actions ensemble, je veux dire, il n'y a pas eu grand monde qui 15 jours après faisait le Bataclan, hein, à Paris ou ailleurs. Hein. C'était comme ça. Même par rapport comment on appelle ça, aux islamistes. Moi, quand même, depuis, ça fait des années, je sais pas, 30 ans que je fais des trucs pour dénoncer, par exemple, l'assassinat de mes amis, Tahar Djaoud, etc., en Algérie. Mais on n'a pas été nombreux. Je crois j'étais tout seul. Maintenant, je retrouve les livres que le CIPM de Marseille a publiés, qui n'a jamais distribué. Interrogatoire. Sur un poème qui est dédié, comme ça, dédié aux assassins de Tahar Djaoud et des autres. Donc, on est dans des situations très complexes, quoi. Mais bon, ça ne fait pas la poésie. C'est la diffusion de la poésie dont on parle là. Oui, oui. Après la poésie, il y a des poètes authentiques qui existent, qui sont vraiment formidables, dont personne ne parle. C'est pour ça que j'ai créé le prix international et atemporel de poésie clandestine, qui est dédié qu'à des morts, et qu'il faut réhabiliter. Des noms connus ou des noms pas du tout connus, évidemment. Et chaque année, je décline ce prix maintenant, et on va changer sûrement de ville. Il n'y a rien à faire pour ce prix, puisqu'il n'y a pas d'argent, puisque c'est que des morts. Mais peut-être qu'on va faire des petites anthologies pour essayer de republier ces poètes-là, parce qu'ils sont des grands poètes qui ont été les chaînons manquants de ce que la poésie est devenue. Oui, aujourd'hui, voilà. Il faut être dans des résurrections aussi de la poésie. Voilà l'histoire. Ce poisson qui est formidable pour dire les poèmes. Ouais, c'est cool. Un hommage à Giroud. Le coyote. C'est pour toi le coyote. Alors, feignant. J'adore ce poisson. Il est formidable. C'est pour le coyote.